Bienvenue au Max Linder. Eh bien écoutez, je suis absolument ravie de vous accueillir ce soir pour cette projection exceptionnelle de la Reine Margot. Alors je pense que ça va être absolument génial de le découvrir ou de le redécouvrir sur cet écran du Max Linder. Moi je me fais un plaisir à l'avance. Et je voulais remercier la Société Malavida, Anne-Laure Brénéol et son équipe d'avoir pensé à nous pour organiser cette séance exceptionnelle. Et sans plus attendre, j'appelle Anne-Laure. Les applaudissements du public. Merci, merci Claudine. Alors, au nom de l'équipe de Malavida ici présente, que je vais prendre le plaisir de citer rapidement Lionel Dutural, Marion Échat, Lucas Thiebaud, que je ne vois pas, et puis les renforts, Lily, Robinson, Nina, Victor, vous êtes les meilleurs, je vous aime, voilà, ça c'est dit comme ça, on passe à autre chose. Merci à l'équipe de Malavida, c'est vraiment une équipe extraordinaire. Ensuite, j'ai ma petite fiche parce que je vais aller vite et n'oublier personne. Merci à Claudine, à la super équipe du Max Linder aussi, Elise Ouli, tout le monde, on est ravis d'être là. C'était un rêve à titre personnel, pardon, je suis un peu que de remontrer la Reine Margot ici, dans cette salle magnifique, pour ce film extraordinaire. Donc ça y est, c'est un rêve accompli ce soir. Vous êtes très nombreux, c'est vraiment merveilleux. Merci d'être là. Je voulais vous inciter à aller voir le reste de la rétrospective Patrice Chéreau, cinéaste, qui sort demain, qui sera pendant au moins 2 semaines au Champeau, et puis peut-être qu'on refera des petites soirées exceptionnelles ici, avec 5 films. Vous avez les documents, je pense, de la DRC. J'en profite pour saluer Rodolphe et Lambert, qui sont des partenaires précieux, la DRC, la FAE, le CNC. Je ne vais pas citer tous les membres de ces institutions, mais qui sont des partenaires précieux. Si vous avez déplié ce document, vous avez vu une très belle affiche, qui est l'affiche de la rétrospective Patrice Chéreau, cinéaste, qui est basée sur une photo de Luc Roux, qui n'est pas avec nous ce soir, une photo prise sur le tournage de la Reine Margot. Patrice Chéreau dirige Isabelle Adjani. Je voulais remercier très chaleureusement Luc Roux qui nous a offert cette photo pour qu'on puisse l'utiliser, parce qu'une photo c'est aussi très cher. Voilà. Je voulais remercier tous les ayants droit avec lesquels on a travaillé sur cette rétrospective, donc les grandes maisons de cinéma, Gaumont, Studio TF1, Studio Canal et last but not least pour la Reine Margot, l'équipe de Pâté qu'on peut saluer. Il y en a beaucoup dans la salle, il faut s'applaudir, des gens actuels, des gens actuels, je ne sais plus qui est là, je sais pas si tard, alors on voit ça aussi. Ça a été un plaisir, on remerciera jamais assez Pâté de nous avoir laissé travailler sur la Reine Margot. Évidemment, sans la Reine Margot et sans Hôtel de France, ça n'aurait pas été la même chose que cette rétrospective Patrice Chéreau. On a aussi travaillé avec l'association Transmission Chéreau, qui est à l'origine de la superbe exposition que vous voyez en exclusivité ce soir dans le hall du Max Linder. C'est une association qui a été créée à l'initiative de Pablo Cisneros, qui est dans la salle, que je ne vois plus. Je voulais saluer très chaleureusement Pablo, s'il te plaît. Je ne vois que lever. Je voudrais que vous fassiez une ovation à Pablo Cisneros, qui est de l'endroit de Patrice Chéreau, et à qui ça a été un plaisir de travailler, qui a été chaleureux. Et vraiment, merci à toi, Pablo. Je voulais saluer Emmanuel de Harax, si tu veux bien te lever aussi, Emmanuel, qui est la secrétaire de l'association, avec qui ça a été pareil, de travailler. Et c'est pas fini. Et je voulais remercier et faire lever aussi Julien Centresse, que je ne vois pas non plus, mais qui est là aussi, qui est là, qui est responsable des textes, qui a écrit les textes de l'exposition et qui a dirigé aussi l'édition des journaux de travail de Patrice Chéreau, qui sont un document extraordinaire pour ceux qui ont envie de se concentrer sur son travail. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'espère que je n'ai pas oublié qui que ce soit. Non, donc voilà, je vais pouvoir appeler maintenant nos invités de ce soir et leur laisser la parole. Donc je voudrais inviter d'abord Jean-Pierre Lamagna à me rejoindre sur scène. Je ne vais pas le présenter comme ça, il y a tout le monde qui est en train d'écrire un livre sur la une prise de science sur le film, qui va nous faire le plaisir et l'honneur d'animer le débat tout à l'heure et de nous dire un petit mot sur le film. Et je voudrais qu'ensemble on appelle donc les membres de l'équipe qui sont avec nous, en attendant que tu nous lises un petit message d'Isabelle Adjani. Peut-être après. Donc, je vais laisser mon portable. Je vais chercher. Donc je voudrais que nous rejoigne
Jérôme Enrico, qui était premier assistant et réalisateur second équipe sur le film. Tout le monde partagé le bonheur de parler du film. Je voudrais inviter Marc City, qui est l'un des comédiens que vous allez apercevoir dans celui-là, qui est beaucoup plus présent dans le film de Patricia et qui a été un de ses élèves à l'école des Amandiers. Et puis, je voudrais aussi que vous applaudissiez à tout rompre Jean-Hugues Anglade, l'homme d'essai et votre voix ce soir. Voilà, la culture que Daniel Thompson nous rejoindra à la fin de la production. Et je laisse le micro à Jean-Pierre. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est à toi, Jean-Pierre. Non, mais on en parlera après. D'accord. Non Donc, c'est ce que tu m'avais dit, mais... Ah oui, non, le message d'Isabelle Adjani, il est tout simple. Elle m'a envoyé un message il y a 1 heure, à peu près, en disant « Je pense fort à toi, je pense fort à vous, pour cette sublime présentation de la reine Margot, à laquelle, hélas, je ne peux pas venir, et je regrette de ne pas pouvoir être avec vous, mais je pense à vous. » Mais comme c'est un message spontané, c'est d'autant plus puissant, ça veut dire qu'elle suit quand même et qu'elle savait qu'il y avait cette projection-là, qu'il y avait tout ça. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit message. Non, après, juste quelques mots. Moi, c'est une question qui me taraude toujours quand on présente des films du patrimoine, je ne sais pas comment on dit, mais qui n'a jamais vu la reine Margot? Et quand même. Bon, bah c'est bien. Non, mais sans rentrer dans le détail, c'est juste un film hors norme, dont l'aventure elle-même est hors norme. Le projet, on en parlera tout à l'heure, il a fallu à peu près pas moins de 5 ans pour venir à bout du projet, entre le moment où Daniel Thompson a fait... Ah oui, Daniel Thompson, elle viendra tout à l'heure. Voilà. Le moment où Daniel Thompson a donné à Patrice Chéreau la reine Margot, et le moment où le film est sorti en mai 1994, après avoir fait l'ouverture du Festival de Cannes, il s'est passé 5 ans à la fois de préparation, d'interruption, de reprise de projet. Les castings ont souvent bougé, et voilà. Mais comme disait Fellini, les films se font comme ils doivent se faire. Et si l'acteur meurt au début, c'est que le film n'aimait pas l'acteur. Donc là, ils ne sont pas morts, mais tous ceux qui sont là, ils avaient bien raison d'y être. Et le film, très franchement, à sa sortie, l'accueil était quand même un peu mitigé, un peu en deçà de ce qu'on attendait. Sauf que les années ont donné raison au film. Et c'est devenu un film aujourd'hui qui est un film référence, un film culte. Un film qui a inspiré d'autres artistes et d'autres univers. Et c'est là où le passage du temps est important. Voilà. Jean-Hugues, Jérôme, Marc, si vous voulez dire un peu plus. Non, je suis ravi d'être là ce soir. Mais... Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie sur ce film, donc c'est quand même un certain temps. Et j'ai pas envie de vous en parler avant. Je crois qu'il faut découvrir le film et qu'après, on en parlera, on répondra à vos questions. Pas mieux. oui, non. Mais ça me fait plaisir de me revoir ici, enfin, ou en tout cas de me présenter à nouveau. Oui, malheureusement, Patrice n'est pas là. Mais bon, je dois dire que c'est un film qui a toujours autant de force, un classique maintenant. Et c'est vrai qu'à la sortie du film, c'était un petit peu mitigé et on voulait faire des chiffres un peu supérieurs. Je me souviens, Léry n'était pas très content. Mais en fait, le film s'est bonifié au fur et à mesure des années. Et maintenant, on m'arrête souvent dans la rue pour me parler de Charles IX en me disant « Mais comment, vous n'êtes pas mort ?» Mais sinon, je vous souhaite en tout cas une bonne projection et voilà, pleine de sang.
Le film, bon, l'accueil avait été mitigé, mais il y avait quand même eu plein d'enfants partout. Et il a quand même fait plus de 2 millions de spectateurs au moment de sa sortie. Donc c'était quand même. C'est sûr que vu le budget, Claude Berry disait que ça serait bien un peu plus. Mais parce que même si c'est un grand spectacle, tout ça, ça reste aussi un film d'auteur. Quoique Patrick disait, avec le budget qu'on a, on ne fera pas un film d'auteur, mais il a fait un film d'auteur. Et on retrouve tout ce qui animait et hantait Patrice, et son univers, et ses fantasmes, et ses peurs, et tout ça. Il y a tout dans la Margot, donc c'est vraiment un film d'auteur. Certes, qui a coûté cher, mais voilà. Bonne projection à tout à l'heure. C'est pas très simple d'enchaîner tout de suite. Je vous demande d'accueillir Daniel Thompson. Marc City. Et mesdames et messieurs, Jean-Louis Langade. Bon, c'est quand même pas simple d'enchaîner, en tout cas, les films d'une force incroyable. Et à mon sens, après, je crois qu'il a même gagné, comme on disait tout à l'heure, en force et en. C'est comme les bons vins, quoi. Ça se bonifie avec l'âge. Et en même temps, on est saisi, je trouve, par la modernité de la mise en scène, par comment il arrive, et grâce à toi, à la fois garder le côté presque feuilletonesque et romanesque de Dumas, et en même temps de parler de ce qui te préoccupe. À l'époque où vous l'avez fait, on en parlera un peu plus, mais il y a effectivement les guerres en Yougoslavie, il y a le Rwanda, et toutes ces images qui sont très très fortes, et au milieu quand même il y a du romanesque. C'est un mélange. Comment il arrive à la fois à manier l'intimité et le spectaculaire dans la mise en scène, je trouve que c'est incroyable. Mais bon, je suis pas là pour en parler. On va essayer d'être léger, comme elle dit à un moment donné. On va commencer pardon de se tutoyer, ça fait un peu entre soi, mais on se connaît depuis tellement longtemps, tous, que ça ferait vraiment artificiel qu'on se vous voit. Donc, Daniel, sans toi, il n'y aurait pas eu la Reine Margot. Quand Patrice a appris qu'il ne voulait pas faire les Trois Mousquetaires et qu'il t'a dit « je suis en manque de Dumas », pourquoi tu as pensé à la Reine Margot pour lui? Alors d'abord parce que le roman était un roman très inconnu de Dumas, il ne faisait pas du tout partie des fameux best-sellers de l'époque et d'aujourd'hui encore d'ailleurs, effectivement les Trois Mousquetaires, les Contes de Monte Cristo. Peu de gens avaient lu La Reine Margot. Moi, mon père m'avait donné ce livre à lire quand j'étais adolescente et j'avais adoré. C'est d'ailleurs une saga, puisqu'il y a 2 volumes de La Reine Margot, puis La Dame de Montsoreau, puis les 45. C'est l'histoire de la fin de la dynastie des Valois. Les Valois. Et justement, Henri IV, un peu paysan, prennent le pouvoir à la mort de l'assassinat d'Henri III. On est vraiment dans une époque extrêmement violente et vraiment c'est en effet une page de l'histoire qui est absolument passionnante et terrifiante. Et donc j'avais ce roman dont il n'avait jamais entendu parler. En revanche, je l'avais mis en scène au théâtre Massacre à Paris, une pièce de Christopher Marlowe, qui est un auteur anglais un petit peu plus tard que Shakespeare, enfin de l'époque contemporaine de ces guerres de religion. Et ça avait été une mise en scène absolument magnifique. Et j'ai pensé que dans laquelle il y avait la Saint-Barthélemy, justement. C'est la Saint-Barthélemy. Et donc, voilà, j'ai pensé tout de suite que ce sujet pouvait
pouvait le passionner, et puis qu'il allait se remettre de cette déception de ne pas avoir pu faire les Trois Mousquetaires avec les élèves de Nanterre. C'était son projet, si vous voulez. Enfin, les Trois Mousquetaires avec des jeunes gens qui C'était une idée au départ de Claude Berry. C'est Claude Berry, voyant les élèves de Nanterre répéter Platonov et qui deviendra Hôtel de France, lui a dit, mais avec tous ces jeunes gens, il faut faire les Trois Mousquetaires. Voilà. C'était une très belle idée, et bon, ça ne s'est pas produit, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai du mal à retrouver le livre, parce que je ne le retrouvais plus chez moi, j'avais déménagé 10 fois depuis que je l'avais lu. Et en fait, c'est mon père qui m'a retrouvé, c'est un petit libraire de Montmartre, et je suis parti à Avignon, il était en train de diriger Hamlet avec Pascal, Bien sûr. un personnage important, et je lui ai donné... Et Marc City aussi. Oui. Et donc, je ne sais pas si on s'est rencontrés, Marc, à l'époque, je suis allé vraiment après la pièce dans les coulisses, et je lui ai donné le livre, enfin les deux, je lui ai dit, voilà, lis ça. Et puis, je dois dire, j'ai attendu un peu le cœur battant, parce que je me disais, mais enfin bon, c'est sympa, je vais donner ce bouquin, est-ce que ça va l'intéresser? Puis surtout, est-ce qu'il va pas arranger de me demander de travailler avec lui? Ce qui était un peu incongru, parce que je faisais vraiment, moi, de la comédie. Oui, voilà, d'un cinéma quand même extrêmement populaire et qui était. Voilà, il avait beaucoup aimé. C'est sûr qu'entre le Cornio et la Bande Vadrouille, oui, alors voilà, il y avait quand même les aventures de Jacob qu'il avait beaucoup aimé, et puis de César, enfin tout ça était quand même très loin de lui, donc c'est vrai que quand le téléphone a sonné et qu'il m'a demandé si ça m'intéressait de travailler avec lui sur ce scénario, j'étais très très enthousiaste, et voilà, j'étais absolument. Je ne savais pas que ça allait être une aventure qui a duré 5 ans. Bien sûr. Mais je ne regrette pas du tout, c'était vraiment un moment. J'ai adoré écrire ce film avec lui, et puis je dois dire que quand je le vois, là j'en ai revu la moitié avec vous tous ce soir, je suis absolument abasourdi d'admiration pour son travail de metteur en scène, pour ce qu'il. Vous savez, pour un scénariste, de tout à coup s'asseoir dans une salle et voir ce qu'un metteur en scène a fait de ce qu'on avait écrit sur le papier ensemble, mais enfin, il y a quand même une vision des choses en commun, mais ça, c'est sa vision à lui, et c'est ça, sa mise en scène à lui, et c'est cet extraordinaire fou de chaque invention, de chaque plan, et enfin, cette salle est une des meilleures salles de Paris, vraiment la projection ici est si belle, et je dois dire que j'ai été très touché de revoir les images aujourd'hui. Et justement, on évoquait tout à l'heure les conflits en Yougoslavie, tout ça. Ça a nourri votre écriture ou c'était juste en arrière-plan et Non, l'époque dans laquelle on écrivait, ça nous nourrissait bien sûr beaucoup notre écriture, parce que c'est intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce roman, et si ça vous donnait envie de le lire, parce que c'est vraiment un travail d'adaptation qui a été dur et formidable à faire, mais c'est vrai que c'est Dumas, mais ce n'est pas le style de Dumas. Parce qu'il y a quelque chose dans le roman de Dumas qui est génial, et j'adore Dumas depuis toujours, mais il y a dans le traitement, dans le livre, quelque chose par moment de libertin, par exemple, entre les rapports entre la Mole, Coconas et la duchesse de Sceaux. Oui, exactement. Et donc tout ça, on a balayé tout ça, vraiment Patrice avait envie de plonger dans quelque chose vraiment qui était en prise avec la violence de la guerre, le sang, le massacre, etc. Et donc voilà, c'est malheureusement toujours extrêmement d'actualité, mais ça l'était à l'époque. Et c'était très 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 présent dans ses recherches aussi par rapport à l'esthétique du film, par rapport à, il y avait, je me souviens très bien dans le bureau de préparation, il y avait toutes ces photos de ces charniers, de l'Holocauste, de tout ce qu'on peut imaginer d'atroce qui s'est passé dans l'histoire, on l'a en tâche. Et donc oui, on était totalement imprégné du fait qu'on voulait raconter quelque chose de très 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 contemporain pour le public des années 90, et puis qui devient
qui reste contemporain aujourd'hui. Sympa, oui. Dernière question avant de passer, enfin pas dernière, on va revenir, mais est-ce que l'idée d'Isabelle Adjani était là dès le départ? Dès le départ, il avait très envie de travailler avec Isabelle, il avait une grande admiration pour elle, et dès le départ, et d'ailleurs, un des grands challenges de cette adaptation a été de construire cette fameuse Reine Margot qui a le rôle titre dans le livre et dans le film, mais qui, dans le livre, a un rôle très secondaire, parce que dans le livre, c'est vraiment l'histoire de l'amour du coconut. Elle a un rôle vraiment très, très, très secondaire dans le livre, et nous, on a évidemment complètement réécrit cette partition pour elle, et pour déjà que quand elle allait lire le scénario, elle a envie de le faire, et qu'elle ne se dise pas que le rôle des femmes habituelles de faire valoir aux hommes. Et dès le départ, Claude Berry était partant pour mettre les moyens. Parce que quand on voit le film, quand même, on est surpris de tout. Des lecteurs. Je crois. Mais non, il avait l'ambition de suivre Patrice dans cette aventure. Entre-temps, lui-même, d'ailleurs, avait entrepris le projet Germinal, qui était aussi une énorme production historique, etc. Donc ça nous a retardé, parce qu'il n'a pas voulu que les deux films se tournent en même temps. Donc c'est pour ça que cette aventure a été très très longue, parce qu'on partait chacun travailler sur d'autres choses entre-temps, et puis on reprenait, et puis quand on voit ça, on sait que ça n'a pas été quelque chose de rapide à faire. Le tournage a été très long. Oui, Jean-Hugues, justement, l'aventure a duré 5 ans à peu près, puisque je pense que la première version du scénario, c'est 88, 89. Alors, 88, c'est le moment où on s'est dit que ni Claude Berry, ni Isabelle n'allaient avoir la patience de lire les deux tomes en question. Et que si on leur disait, voilà, lisez Alexandre Dumas, ils allaient dire, on verra ça en vacances, on verra ça en même temps. Donc on a travaillé très longtemps sur une sorte de gros synopsis de 80 pages, que j'ai lu. Et qui nous a pris un temps fou, parce qu'en fait, vraiment la sève de l'adaptation est là-dedans. Je regardais, donc là, je me souviens, parce qu'en fait, je me souviens évidemment très bien du scénario, que j'ai un peu oublié finalement le roman, parce que je l'ai avalé maintenant. Et je me ce livre, c'est le livre en question. Je sais que c'est des choses qui n'existaient pas dans le livre, dans le livre. Ce livre qui existait, par exemple, n'appartenait pas à la Mole, dans la version d'Alexandre Dumas. Oui, bien sûr. Un petit peu. Puis vous allez simplifier sur les trahisons, sur ça, mais c'est vrai que toute cette histoire-là qui rend la fin du film tellement poignante, Et en fait, c'est ce synopsis de 80 pages que vous avez fait lire à Isabelle et à Claude Berry en juin 89, je crois. C'est parti comme ça. Et donc, Jean-Hugues, je reviens à toi. À quel moment Patrice t'a parlé de la Reine Margot et de Charles IX? Tu te souviens? Il m'a parlé de la Reine Margot peut-être 3 ou 4 ans avant que le film ne se réalise. Ah oui. Par ailleurs, il m'a proposé Charles IX et j'étais un peu frustré parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire avec ce genre de personnage. Je craignais qu'il soit juste simplement un personnage bipolaire, un peu fou. Et en fait, en le travaillant et en le tournant, je me suis rendu compte que c'est un personnage qui était protéiforme, qui avait la capacité d'être père aussi d'une enfant, qu'il était, oui, je crois qu'il était très déséquilibré, mais en même temps, je pense, devant cette famille des Valois, il était tellement effrayé, tellement
tellement terrorisé que il y avait plein de choses à jouer et j'ai essayé de les jouer dans leur entière, voilà, dans leur entière, je ne sais pas comment, enfin, vous voyez ce que je veux dire. De sa complexité et de sa richesse aussi. Et une question très anecdotique. Je sais que c'est toi qui lui as donné l'idée de ce côté grunge pour les personnages, puisque tu venais de tourner Killing Zoe aux États-Unis et que tu avais des cheveux longs, pas très propres, tout ça, et que en te voyant, il s'est dit, mais voilà, ça fait le moderne. Alors que quand il avait vu La Reine Margot avec Daniel, celui de Jean Bréville, il était sorti, il avait dit surtout pas de chapeau. Ah, il n'y a pas de chapeau dans mon film. C'est vrai qu'on a toutes ces images, par exemple, du roi Henri III, quand on a fait l'école, moi je me souviens, des images du roi Henri III avec son coquet, et son chapeau plat, une plume, et ses costumes toujours plus très propres, et tout ça dans les films d'époque, avant Alain Margot, quand Alain Margot a en fait transformé l'esthétique des films d'époque pour tout le monde, parce que justement, le premier film où en effet, on n'a pas l'impression que les costumes sortent du chef teinturier ou du chef costumier. Et effectivement, c'est magnifique, c'est la différence. Comme aujourd'hui, comme dans tout temps, il y a des garçons et des femmes qui ont des cheveux longs, des cheveux courts, des barbes, pas de barbe. Enfin, tout le monde n'est pas coiffé de la même manière. Et ça donne une grande vérité à cette bande de voyous, parce que c'est quand même une bande de salopards et de voyous, tous ces gens-là. Oui, et puis en plus, je veux dire, le fait d'avoir les cheveux longs, comment dire, permettait à Charles IX, comment dire, de marquer sa décrépitude. À un moment donné, il commence à perdre ses cheveux, donc en même temps, il commence à suer du sang. Donc on sent que l'empoisonnement est en train de faire des ravages sans commune mesure. Et ça, je trouvais que c'était une idée formidable. Deuxièmement, je ne voulais pas me faire couper les cheveux parce que je voulais que ce personnage soit un personnage vraiment contemporain, un personnage vraiment, comment dire, comme un musicien rock, comme des gens que j'écoutais en musique et avec lesquels je me nourrissais dans la caravane avant de rentrer sur le plateau. Et je suis rentré dans cette transe, si j'ose dire, de ce personnage, avec mes amis, avec mes amis musiciens. Oui, mais je n'avais pas le sentiment d'avoir, d'être un personnage d'histoire. J'avais l'impression d'être un personnage d'aujourd'hui. Et donc j'écoutais ce que j'écoutais comme musique, Prince, tous ces gens-là. Jimi Hendrix. Tous ces gens-là m'ont accompagné et m'ont donné une énergie folle, une énergie très moderne, quelque part, très contemporaine. Et puis aussi la dureté, la sauvagerie avec laquelle cette famille procède, cette façon de réaliser ce oui pour la Saint-Barthélemy. Ça m'a fait penser aussi à ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine à cette époque, au Rwanda aussi, on en a parlé. Et cette violence, cette violence brute m'a accompagné tout au long de ce personnage. Jérôme, donc toi tu es arrivé à quel moment de processus du film? Moi je suis arrivé plus tard puisque le scénario était déjà depuis de longue date entamé. Patrick cherchait un assistant, on avait eu un certain nombre je crois, et puis j'ai rencontré, et puis on a parlé, et puis moi j'ai cherché à faire mon propre film à ce moment-là.
mais c'était compliqué, et donc j'étais pas... Je me disais, c'est formidable comme aventure, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et je lui ai dit ça d'une certaine manière, et après, beaucoup plus tard, il m'a dit, ah mais jamais on m'a dit qu'il fallait que ça soit toi. Donc je suis parti dans cette histoire, ça a duré 3 ans. Le film, on a préparé pendant 2 ans pratiquement, et puis on a tourné 6 mois, enfin 2 ans et demi exactement. Et, ce qui pour un premier assistant est assez rare quand même. C'est très très long, oui. Mais en fait, je me suis rendu compte après que c'était un scénario dont on connaissait tous les deux les dialogues par cœur, les séquences, on n'avait plus de scénario pratiquement. On a tellement travaillé sur ce film. Et effectivement, comme le disait Daniel, comme le disait Jean-Luc, c'est qu'il y avait une volonté farouche chez Patrice de faire un film moderne, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas faire un film historique, comment on fait pour... alors, on ne filme pas les décors, on filme les êtres uniquement, ce qui a d'ailleurs beaucoup peiné à un moment donné Claude Berry, parce qu'on construisait des immenses décors qu'on filmait tout le temps pratiquement en gros plan. Mais il y avait cette volonté de modernisme, et il y a une image dont on est allé 100 fois voir des cathédrales à Reims, qu'on a fait toutes les cathédrales de France et à Reims, on retournait souvent, parce qu'il y avait le passage champenois, c'était très beau, etc., très difficile d'y tourner. Et un jour, on allait régulièrement avec Richard Peduzzi, le décorateur. On allait régulièrement au musée des Beaux-Arts, et la première fois qu'on y est allé, il y a un tableau de Delacroix assez connu avec un cavalier sur un cheval qui se cabre, et je me rappelle de Richard qui dit mais finalement Delacroix c'est le Scorsese de la peinture. Alors il y a eu un grand temps, un silence, et c'était au moment, à cette époque-là, venait de sortir Les Affranchis de Scorsese, et à partir de ce moment-là, on a regardé, c'est ça que je veux faire à la Renaissance. Mais d'ailleurs, il a voulu le montrer à toute l'équipe et il nous a montré à tous, je pense, à tout le monde, absolument. Je ne sais pas si tu as demandé. Nous, on se parlait du parrain pendant qu'on était en train d'écrire. Du parrain, oui. On se parlait du parrain parce que c'est vrai que c'est le début, tout ce mariage, avec ce espèce de cabinet. Tout à fait, la grande. Voilà, tout le monde qui voit un verre qui danse, qui chante, qui se rencontre, etc. Tout se rend en fait. Et puis le cabinet à l'intérieur de ça qui se trame l'horreur en fait. Et vraiment, on avait vraiment été très très impressionnés par ce début du parrain. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on se nourrit des films qu'on voit au fur et à mesure. Et donc, Les Affranchis, c'est bien. Il y avait vraiment cette volonté de faire une chose moderne, d'une part, et puis, c'est vrai que les tableaux les bureaux de préparation, il y avait des tableaux de Zurbarán, de Caravage, et il y avait des tas d'images, puisque c'était l'époque, des charniers de Shinichara, de toute la guerre en Bosnie, etc. Et donc il y avait tout ce mélange de peinture classique et en même temps d'images extrêmement violentes. C'était très dur à tourner, hein. Toutes les fosses à cadavres qu'on voit dans le lycée froid, c'était dur, les gens étaient nus. C'était très très compliqué, on n'en sortait pas indemne d'une certaine manière. Et il s'est forgé cette image, et moi, il y a une chose dont je me souviens de Patrice qui me touchait énormément, et j'ai appris beaucoup de choses en son contact, je veux dire, et c'est chaque fois, par exemple, l'accessoiriste lui amenait 2 salières, et il disait laquelle tu veux, et à chaque fois, Patrice s'arrêtait un instant, il disait qu'est-ce que ça nous raconte ces 2 salières? Si on prend celle-là, qu'est-ce que ça nous raconte sur le personnage d'Henri de Navarre, qui est destiné, etc. Et si on prend celle-là, voilà. Et c'était tout le temps une façon d'interroger l'histoire qu'on était en train de raconter, la façon dont on allait raconter, que je n'ai vu avec personne d'autre, en fait. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans la préparation, ou comment tu définirais les exigences de Patrice D'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, méticuleux. J'ai un souvenir assez marquant qui est qu'il y avait 2 ou 3 acteurs allemands dans la distribution, et donc il parlait allemand, Patrice, et il voulait absolument envoyer les scénarios en allemand, et il voulait choisir la police de caractère des scénarios allemands. C'était l'époque où l'informatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et donc il était très 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 méticuleux, et je vous avoue même que finalement, quand on s'est rapproché du tournage, au bout de 2 ans de préparation, je me
je me suis dit, mais peut-être ça va être infernal, peut-être ça va être, quand on est assistant, mais quand même en première loge. Et en fait, ça a été, moi j'ai eu l'impression d'être un peu sa garde prétorienne, enfin, il a eu une confiance absolue, etc. Et il a eu tellement confiance qu'il m'a confié la réalisation de la deuxième édition à un moment donné, ce qui était ahurissant pour moi au départ, puisqu'il y avait cette volonté, de cette exigence. Alors il disait, tu vas tourner des images, mais tu m'envoies les cassettes tous les soirs pour que je puisse vérifier ce que tu fais. C'était quoi? C'était la chasse la chasse, une partie des charniers. Les charniers, oui. Et parce qu'à un moment donné, on dépassait, il fallait rester dans l'énergie voilà. Et la chasse, par exemple, on a cherché très longtemps la forêt dans laquelle on est tourné. On a terminé à Rambouillet. En fait, il voulait une forêt noire parce qu'il y avait trop de lumière dans les forêts, que c'était moche, etc. Donc on a envoyé un assistant, Emmanuel, qui est parti dans la France entière chercher des... Et on a trouvé une dans les Ardennes, où Philippe Rousselot, le directeur de la photo, est arrivé, a sorti sa cellule, et il a dit, ah bah oui, mais là, il faudrait éclairer complètement la forêt parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. Donc on s'est rapatrié à Rambouillet, et comme Patrice trouvait que ça manquait d'arbres, on a installé des faux arbres dans la forêt. C'est quand même un truc de fou, quoi, si on réfléchit. Et on a fini par retourner, et heureusement qu'on a fait la Rambouillet, parce que comme on le voit, il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup il y a l'armée. Il y a eu le concours de l'armée française. Voilà, c'est très compliqué. Et finalement, on s'est rapatrié. Tout était. Et Patrice voulait se forger sa propre histoire, de sa propre. Voilà, et puis il y avait le côté matériel. Je me rappelais en voyant les cavalcades de Vincent Pérez dans la Somme, à cheval, etc. Patrice m'avait dit, on va partir tourner en équipe très vite. Un souvenir de, je sais pas, l'homme blessé, le film, ou les équipes. Et tout à coup, l'équipe très vite, il y avait des canons qui suivaient derrière, la cantine, il y avait des trucs, on tournait en plus. Et carrément, on fait demi-tour, il se retourne, il me dit, mais pourquoi il suit? Je dis, parce qu'il y avait chaud, parce qu'il n'y avait pas la poignée, parce qu'il avait là et voilà, et tout à coup, il dit, je vais faire un film après plus simple, parce que il a mesuré la lourdeur de tout ça. Oh, il a fait ce qui me prend mon train, c'était pas simple non plus. Ah, c'est simple en plus. C'était pas si simple non plus. Et, comment tu le qualifierais comme metteur en scène sur le tournage? Il était inquiet, il savait précisément ce qu'il voulait, il cherchait, il doutait. Alors, moi, le truc qui m'a fasciné, c'est que Patrice, sur des scènes à deux acteurs, pouvait prendre beaucoup plus de temps parce qu'il était dans une sorte de rythmique du théâtre, se disant toujours peut-être que je vais avoir mieux. Par exemple, la scène de Jean-Hugues avec sa femme et son enfant, on va la tourner, je crois, en plusieurs moments parce qu'on n'arrivait jamais à terminer le truc. Moi, j'en ai vu des heures. Voilà. Et à un moment donné, sont arrivées des grandes scènes, comme par exemple le mariage au début, il y a 1000 figurants, je crois, il y avait tout le casting du film, et moi j'ai dit à la Patrice, même pas en rêve, on dépasse de 3 minutes, c'est pas possible. On ne peut pas. On commençait à maquiller les premiers figurants à 4h du matin, on tournait à 13h, les derniers on les déshabillait à 1h du matin, et on recommençait le lendemain, donc c'était juste impossible. Et à ma grande surprise, il est rentré complètement là-dedans, et finalement il n'a jamais eu de problème sur les scènes à très grosse figuration, complexes, etc. Je pense aussi à l'armée protestante. Il fait 2 prises, il dit c'est bon, c'est terminé. Je dis mais t'as encore du temps. Quand les chevaux sortent de la forêt, c'est ça. Blanc, mais... et en fait, il est rentré dans ce truc-là, dans cette énergie-là, qui est celle du cinéma à un moment donné, mais souvent dans les scènes de comédie, de jeu, il était toujours dans l'attente, comme au théâtre, j'ai envie de dire, on travaille pour dans 2 mois. En fait, pendant 2 mois, une scène. Voilà. Marc, tu as un petit rôle dedans. Très bien. Mais justement, le fait qu'il t'ait embarqué dans l'aventure, c'était une manière d'embarquer ses propres élèves. On aura reconnu au passage, pareil, Valéria Bonnie-Tedeschi, qui est sur un plan quasiment, quoi. Et tu te souviens quand il vous en a parlé, du projet de la Reine Margot? Oui, on a été tenu au courant assez vite, en fait, de toute cette histoire, parce qu'on parlait beaucoup, voilà, mais en effet, nous, on était pris dans une dynamique vraiment de troupe, parce que l'école s'est arrêtée en 1987,
1987. 1988, c'était Hamlet. Pendant 2 ans, on a joué un peu partout en Europe et tout. Après, moi j'ai fait Le Temps et la Chambre à l'Odéon, mais entre-temps, il y a eu La Reine Margot, donc moi j'ai été pris dans une dynamique de troupe comme ça. Et voilà, et ça me frappe en voyant le film, à quel point c'est aussi un film de visage. Et je crois que c'est assez amusant si on revisionne le film et qu'on fait des sur les scènes un peu de groupe, on voit une quantité de jeunes gens à l'époque qui ont beaucoup fait leur chemin dans ce métier. On a Philippe Duclos, très jeune, Nicolas Vaud, Hélène de Fougeron, Laure Marsac, c'est assez... Et donc c'était l'époque où nous, à chaque fois que Patrice faisait un truc, d'une manière ou d'une autre, on en était, quoi, et on était très très heureux d'en être, évidemment. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je conseille le très beau livre de Marc qui s'appelle Les Enfants de Chéreau. Je pense que c'est un des plus jolis livres qui a été écrit sur Chéreau, en tout cas. Et toi, quel souvenir tu gardes du tournage même de La Reine Margot? Alors, c'était une très grosse production, je ne pense pas beaucoup en trouver depuis d'ailleurs, impossible. Alors, moi j'ai tourné 3 semaines quand même, alors que vraiment on me faisait très peu, mais je suis dans plein de temps, voilà. C'était là beaucoup coupé partout. Hein. J'ai un souvenir qui peut encore sourire, c'est très anecdotique, mais j'ai une réplique dans le film qui est « Mais Coligny n'est pas mort ». Mais Coligny n'est pas mort. Et le matin où on a tourné cette scène, c'était le premier plan de la journée. Et Patrice, avant même de placer sa caméra, nous a fait faire une petite intro comme ça pour voir un peu comment on allait bouger, comment on allait faire cette scène. On cherchait quoi. Et je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais je me suis mis à ça d'Isabelle. Et Isabelle avait quand même, surtout pour nous qui étions très jeunes acteurs, une espèce de champ de force invisible, pas de son fait d'ailleurs, c'était charmant. Bon, voilà, elle a imposé le respect et tout ça. Et c'est vraiment vrai, je me suis mis à vociférer dans la réplique, à ça de son visage, au bord du postillon, enfin, c'était très très gênant. Quoi. Et Patrice, après un silence un peu gêné, troublé par quelques rires de mes camarades derrière, a très gentiment dit non, dis-le plutôt dans le groupe, ça sera mieux. Voilà, je me souviens de ça. J'avais voulu faire une réplique héroïque en fait, qui s'appelle Chani. Et puis j'ai d'autres souvenirs aussi, mais c'était formidable évidemment de voir encore Patrice à l'œuvre, de voir tous ces acteurs. Voilà, pour nous, Jean-Luc, Daniel Auteuil, Isabelle, Dominique, Laurent, tous ces gens. D'avoir travaillé, c'était comme à la fin d'un apprentissage, comme une continuité encore de l'apprentissage. Oui, d'autant que lui avait quitté les Amandiers juste avant le tournage. Jean-Luc, toi, tu n'as jamais fait partie de l'école des Amandiers, mais en revanche, tu as mis un spectacle en scène aux Amandiers, et surtout, tu l'as connu en premier, si j'ose dire, sur L'Homme blessé. Et Patrice m'avait raconté que tu avais fait le siège de Patrice Chéreau depuis des années, avant de travailler avec lui sur L'Homme blessé. Oui, c'est vrai. En fait, moi je suis provincial d'origine et je mourais d'envie de rencontrer Chéreau parce que pour moi c'était une sorte d'enfant prodige, un peu rock'n'roll. Oui, c'était un jeune génie qui faisait du théâtre comme on fait du cinéma et c'était son esthétique me touchait beaucoup et je l'ai rencontré la première fois sur la réédition de La Dispute de Marivaux au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et là, il a daigné me rencontrer et il m'a offert une cigarette, je n'ai pas osé. Et j'ai dit merde, si j'ose pas, et puis j'ai pas osé, j'ai pas pris la cigarette. Et j'ai dit non, merci, je fume pas. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, ah bah ça y est, moi qui ai voulu rencontrer Patrice depuis si longtemps, bah c'est raté. C'est pas grave, on va remettre ça plus tard. Et puis après, en ce qui concerne L'Homme blessé, là, il y a eu quelques années quand même qui ont passé, puisque j'ai rencontré en 76 et L'Homme blessé c'était en 82, donc on s'est un peu mieux connus autour des années 80. Et là, on s'est comment vous dire, on a sympathisé et puis
il m'a dit, voilà, moi j'ai un film que j'ai écrit avec Hervé Guibert, et j'aimerais que tu joues le rôle d'Henri, le personnage principal. Et j'ai dit oui, d'accord. Et enfin, je les avais comme ça quand même. Parce que c'était pas un thème évident, et j'avais beaucoup de, comment dire, oui, j'avais beaucoup D'appréhension. Oui, j'avais beaucoup d'appréhension énormément. Je pensais que je ne ferais pas d'autres films derrière. Je pensais que j'allais y laisser ma peau. Voilà. Mais sinon, voilà. Et pas dans La Reine Margot, par exemple. Hein? Dans La Reine Margot, tu n'as plus ce sentiment-là. Non, dans La Reine Margot, je suis très ludique, au contraire, dans le jeu. Et plus je vais loin dans le jeu, et plus je m'amuse, et plus je défie, enfin. J'étais une sorte d'outsider dans La Reine Margot. Il y avait Auteuil, il y avait Adjani, et c'était des grosses têtes d'affiche. Et moi, j'étais là, j'avais tourné mon homme blessé avec Patrice 11 ans plus tôt, et je me suis dit, si ça se passe comme je le veux, ça va aller très haut. On va tourner et je vais sauter une très haute hauteur. Et Patrice restera bouche bée. Et c'est vrai que la scène où je pique ma crise et que je lui dis oui, à cette histoire de Saint-Barthélemy, eh bien, j'ai donné une sorte, je ne sais pas comment on pourrait, j'étais dans un état de transe très particulière et qui m'a permis de cracher, d'hurler ce oui. Et voilà, c'était très impressionnant à faire et à voir peut-être. Mais Patrice, du coup, il te dirigeait peu ou il te dirigeait beaucoup? Non, il dirigeait peu, Patrice, hein, finalement. Patrice, c'est marrant parce que il tourne un peu autour de toi comme ça, un peu comme un chien, et puis te mord à certains endroits pour te faire réagir. C'est comme ça que c'est souvenirs que je garde de Patrice. Et chaque fois qu'il me proposait une scène difficile à réaliser, il me disait, je lui disais oui, tout ce que tu me dis, je comprends, mais c'est un peu abstrait. Et à force, à chaque fois qu'on tournait ensemble, des scènes un peu compliquées, il me disait, on se disait de concert, oui, c'est un peu abstrait. Et il était très ouais, c'était Patrice, quoi. Voilà. Daniel et Jérôme, le film on l'a dit et répété, le processus a duré 4-5 ans. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit on ne le fera pas? Oui. Vraiment, en train de se marier, on a eu justement plusieurs crises, entre guillemets, au moment où on fait Claude a pris un peu de distance, Claude Berry, notre producteur, parce qu'il a eu son propre film auquel il a donné la priorité, c'est finalement tout à fait humain. Exactement. Donc ça arrive tout à coup, tout s'est arrêté, et puis Patrice, il partait faire des opéras, mettre en scène des opéras, moi j'allais faire d'autres films, mais on travaillait ensemble sur les marmottes avec Jean-Louis, que tout ça était un peu mélangé, et puis ça repartait, c'est Isabelle qui partait faire un autre film, c'était un film aux États-Unis qui était tous ces deux mots retardés, et puis on faisait des listes de tous les liens, on envisageait les uns les autres, on ne savait pas si ce serait Sophia Loren ou si éventuellement on envisageait Simone Caviti, et puis finalement ce choix finalement de Malaisie est arrivé assez tard. Ouais, assez tard. Oui, arrivé assez tard, et c'était une idée très saugrenue, parce que c'était une comédienne avec un petit nez en l'air, des grands yeux, très ravissants, blonde. On a fait cette espèce de sorcière, Et blonde. Une partie des cheveux. Il allait prendre Et blonde platine en plus. Oui, il lui avait dit,
Il m'avait dit, mais tu fais le film, je voudrais que tu sois chauve jusqu'au milieu de la tête. Et elle a dit, mais c'est pas grave, je suis tellement belle que je veux bien. C'est oui, c'est ça. Je suis tellement belle que je veux bien m'embêter. C'était une des élèves d'Anésie. Elle était. Il y a eu Monica Vitti d'abord, il y a eu je ne sais plus qui, Il y avait France il y a eu un de certain nombre aussi, de. et puis quand il avait parti aussi, un moment de panique, et je me souviens qu'il avait envisagé Jodie Foster, s'il n'y avait pas une mauvaise idée d'ailleurs, enfin, bon, il était quand même très accroché Isabelle, et on tenait beaucoup à ce que ce soit elle, donc il a attendu, enfin, et puis bien sûr le devis qui était époustouflant et qui faisait horriblement peur à tout le monde. Je sais que vous aviez beaucoup retravaillé le scénario pour couper. On s'est quand même retrouvé avec une première version de 4h20, quelque chose comme ça. On disait un soir avec Isabelle, d'ailleurs, et puis on est allé rentrer à la maison après, on s'est tapé une bonne bouteille de vodka en disant bon, maintenant comment on va faire. C'était quand même encore un très premier montage. Et 4h20, c'est difficile. 4h20, c'est quand même long, ouais. Et c'était le film, non, il était quand même 2h40. Et enfin, ça a été une aventure avec, vraiment peu truffée de toutes les aventures qu'on peut vivre en tournant le film, des difficultés, des questions, des angoisses. Mais enfin, avec le bonheur d'avoir fait ça quand même. Non, et puis le scénario était trop long, enfin le plan de travail était trop long au départ, donc Claude voulait qu'on coupe dedans, et Patrice avait coupé par instinct plutôt des scènes d'action qui trouvaient parfois un peu, il y en avait trop, et évidemment à partir de là, Claude a dit à nous, vous avez coupé ce qu'il y a de mieux dans le film, donc il a voulu remettre, enfin bon, c'était un truc sans fin, et il ne fallait pas dépasser un certain nombre de semaines de tournage, sinon le film ne partait pas, quoi. Donc c'est parti sur une grosse tricherie en fait au départ, puisque moi j'ai fait un plan de travail de 21 semaines et quelques jours. On savait tous que c'était pas possible en fait. Enfin, un certain nombre étaient savaient que c'était pas possible. On a tourné 28 semaines, au lieu de 21. On avait une semaine de retard au bout de 4 jours de tournage, et on a fait 5 semaines en supplémentaire. Et pourtant on n'a pas dépassé financièrement. Oui, parce que apparemment le budget affiché, il y avait aussi des imprévus à côté, et vous avez utilisé tous les imprévus. Et est-ce qu'il y a un moment du tournage, toi Jérôme, qui était au point stratégique, qui a été le plus compliqué, le plus difficile, le plus... Moi, je crois que tout était compliqué, parce qu'en fait, moi, j'avais pas contrairement à ce qu'on s'est Patrice au début, j'avais pas eu une expérience j'étais pas un assistant chevronné 5 étoiles qui avait déjà fait, on découvrait par exemple la scène du mariage au début, où il y a 1000 figurants en costume Renaissance, tous les acteurs du film, c'est 3 caméras, il y avait, et on savait pas du tout comment techniquement on allait gérer ça. Donc, on organisait ça comme une armée, avec des responsables. Moi j'ai découvert des tas de choses en fait, on savait pas comment. Et puis, et tout était une espèce d'aventure incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu ça, il y a eu la chasse, il y a eu les scènes d'acteurs, la Saint-Barthélemy, voilà. Et puis, on a commencé dans le studio en fait. On a commencé à tourner dans le studio qui était en fait dans les ateliers de décor du cadre de Nanterre, que Patrice avait dirigé. Donc il était un peu chez lui. Donc, mais on a commencé par tourner tout ça. Vous avez commencé par quoi? La première scène, c'est quoi? Je ne me rappelle pas. Je crois que c'est l'arrivée de... Je ne comprends pas. Non, je ne me rappelle pas du tout. C'est une scène. Tu t'en souviens? Non. Je crois que c'est l'arrivée. C'est une scène avec Dominique et Isabelle. Oui, Dans le corps, Ouais. je demande Je crois. Hein. si c'est pas une scène de repas avec un. Oui. Je ne sais pas si la première scène, c'était pas une scène où je prends une canne de tout à me faire péter. J'étais dans, et là où Patrice filmait avec un scène. Ouais. Et il n'était pas très à l'aise avec le scène. C'est pas comme Scorsese, il n'avait pas la même, la même habitude de cet instrument. Et donc, pourtant, il voulait essayer de tourner un maximum de choses au scène.
finalement, je ne sais pas s'il l'a fait sur la longueur du tournage aussi. Pas tellement, je crois. Pas tellement. Mais par contre, il y a des choses moi, qui me fascinaient quand on tournait en studio. Au début, Patrice mettait en place un plan, par exemple, les courses-poursuites de la Saint-Barthélemy. Et donc, on faisait une première répétition et ça durait une minute. La scène, les échanges entre. Et à partir de ce moment-là, un peu comme au théâtre, je pense, là, disait sans arrêt, plus vite, plus vite, plus vite. Et la scène qu'on racontait en une minute au début, on finissait par la raconter en 30 secondes, 40 secondes. Les gens qui se sont fait mal d'ailleurs en cavalant trop vite et en glissant. Mais Patrice disait, en fait, si tu peux raconter la même chose en 30 ou 40 secondes plutôt qu'en une minute, tu es gagnant. Et c'est une logique intéressante. Il y a une dynamique dans le film. Oui. Il y a un mouvement général. On a l'impression que tout se passe en 2 jours, quoi, presque, tellement et d'ailleurs, dans ce montage-là, on a l'impression qu'il a fait plein d'ellipses qu'il n'y avait pas forcément dans les premières versions, je trouve. Ah, moi, je me souviens plus. C'est-à-dire le moment où Pérez ressort et tombe sur Courrelas pour le combat, on ne sait pas la mission, on ne sait pas comment il Ça, c'est une ellipse. On ne sait pas bien comment il tombe sur lui, tout ça. Je pense qu'il a C'est une ellipse un tout petit peu problématique quand même. Mais moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu sur un écran comme ça, magnifique salle, et j'étais très impressionné par la vitesse du film, justement, en revoyant un écran immense comme ça. Et ce que disait Marc tout à l'heure aussi, c'est l'attention au visage. C'est incroyable comme ces visages sont tellement présents, aussi bien dans les scènes intimes que dans les scènes de film. Ils cadrent que les visages, effectivement. C'est vrai que le Doudier disait on a fait peindre des fresques et tout ça sur les murs du Louvre, enfin les murs en pain, ce qui est une idée hallucinante. Je ne sais pas d'où elle vient de se dire les intérieurs du Louvre, ça va être des planches en pain, mais c'est une idée géniale et qui marchait bien, mais il y avait des fresques et tout, et on n'en voit que des petits bouts, parce que Patrice est vraiment toujours très très près des visages, quoi. C'est ça qui est... Et ça, c'était encore un rapport au film d'époque où Patrice disait, mais dans un film contemporain aujourd'hui, est-ce qu'on filme les décors, est-ce qu'on filme le fond du mur et tout? Non. Donc, il n'y a pas de raison. Bon, je sais pas, pardon, on peut continuer des heures, mais avec un film aussi riche. Si quelques-uns d'entre vous veulent poser des questions, allez-y, on est là pour les micros, pour... non? Quelqu'un? Oui? Vous pensez quoi des adaptations actuelles au cinéma comme Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires? J'espère que vous pourrez dire ce que... J'espère que vous pouvez dire ce que vous avez, ce que les gens prêtaient dans la salle. On n'est pas forcément là pour parler. Oui, il y a des choses très réussies et des choses moins réussies, bien sûr, mais comme je le disais, je ne réponds pas complètement à votre question, mais ce dont je suis certaine, c'est que tous ces films-là doivent beaucoup à l'Arrêt Margot. Parce que je crois qu'il y a eu un avant et un après, et je crois effectivement que cette manière complètement scorsésienne de filmer dans un film d'époque, c'est lui qui l'a fait tout à fait en premier, et puis ensuite, beaucoup de choses ont suivi. Il y a des séries de télévision comme les Tudors, et tout ça. Et sur le look. Oui, sur le look, et ça a tout changé. Plus personne n'a fait. Même Game of Thrones, tout ça. Leur inspiration de l'Arrêt de Margot. Absolument. On en parle aux États-Unis, tous ceux qui ont fait des films après, par Game of Thrones et tout ça, ça a été influencé certainement par Margot. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, surtout, alors, de ces films? Vous avez aimé? Moi, je préfère La Reine Margot. Très bien. Question. Oui, bonsoir. Allez-y. Je passe devant. Bonsoir, merci d'être là. Moi, ce film, je l'avais vu à l'époque quand il était sorti en salle, j'étais tout jeune. Là, je le revois ce soir sur un grand écran, c'est magnifique. Je suis là. Est-ce que, alors, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous pouvez me parler
y en a un qu'on n'a pas mentionné, c'est Philippe Rousselot qui a fait la photo, le directeur photo, qui a fait un travail exceptionnel. Hein. Pour moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vu au niveau de la lumière. Est-ce que l'un d'entre vous pourriez me parler un petit peu du rapport que vous aviez eu avec Philippe Rousselot Alors, Philippe, qui était un immense opérateur hein, déjà, et il y a eu d'autres opérateurs qui sont. Il y a Arbogast qui a fait faire le film, mais comme le film est calculé sans arrêt, il n'était plus libre. Et c'est donc Philippe qui a fait le film. Et le truc absolument incroyable avec Philippe, c'est qu'il n'a jamais mis, je crois, alors, en pensant quand même qu'à l'époque, le matériel était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de LED, il n'y avait pas de choses comme ça, c'était des gros 25 kg très lourds à manipuler. Et en fait, il n'a jamais mis plus de 10 minutes avec un plan. Donc sur un film comme celui-là, avec Isabelle Adjani dedans, avec c'est vraiment c'est une prouesse, et l'image est somptueuse, la projection est vraiment très très belle, et on voit justement ce clair-obscur, etc. Et en plus, Philippe, juste pour dire un mot sur son travail, était un des seuls opérateurs, pratiquement, enfin un opérateur américain qui pratiquait ça à l'époque, à régler la lumière au fur et à mesure des plans. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu d'orgue, et il allumait un projecteur, il en éteignait un autre. Et donc en fait, quand on assistait par exemple aux séquences, la séquence où Isabelle vient voir, tombe sur le duc de Guise, et puis ensuite tout ce huis clos, voilà, très longue scène, avec des très longs plans, etc. Quand on regardait la scène de l'extérieur, on assistait à un light show. Ça s'allumait là, ça s'éteignait là. Et moi, je sais qu'au début du film, il était sûr de ce que tu fais, parce qu'on a l'impression d'être dans une boîte de nuit, quoi, en fait. Et en fait, il éteignait les lumières qui ne servaient plus à rien. Donc, par exemple, pour le Cashman, l'ingénieur du son, c'était formidable, parce qu'il n'y avait plus d'ombre, il n'y avait plus de problème de cet ordre. Et c'était extrêmement novateur, et à l'époque, en tout cas. Et voilà, il y avait une équipe pléthorique d'électro, mais ça allait très vite, en fait. Il avait inventé aussi ces boîtes de convoi qui se promènent. C'est ça. Qui évidemment n'existait pas du tout à l'époque. Il avait inventé ça, qui avait une lumière très belle. Tu as raison de le dire, et en fait, il y avait ces boîtes à lumière. Vous savez d'où elles viennent? C'est Rousselot qui me l'a dit. C'est un tableau de Goya. Le fameux tableau de Goya du je ne sais pas comment, et où en bas il y a une lanterne perpendiculaire, enfin cubique, qui éclaire la scène. Et Patrice a vu ça, il a dit à Rousselot, il faudrait faire fabriquer ça. Et ils ont fait fabriquer toutes ces espèces de cubes qui s'emballent partout. Et l'autre truc qu'il a, sinon inventé, en tout cas beaucoup utilisé, c'est les espèces de boules chinoises qui suivaient les acteurs. Et Adjani disait, paraît-il, c'est pas fait clochette. Il y avait en fait une boule qu'il a suivi. Il y avait tous les électros, il y avait 3 ou 4 électros qui cherchaient la lumière avec des boules chinoises pour faire des effets de bougie en fait, et qui se promenaient. Donc en fait, la lumière s'installait en 2 minutes, quoi, parce que tout était éclairé à la bougie. C'était incroyable. Jean-Luc, je ne sais pas si tu te souviens de ta boule à toi. Oui, très bien. Très bien. Je me souviens de la boule de ma boule, de la boule de mes partenaires. Non. Je trouvais ça magnifique à voir en plus. C'est un plaisir de se sentir éclairé comme ça, parce que c'était à la fois puissant et en même temps c'est une grande douceur. Et j'étais assez bluffé par cette technique que moi non plus je n'avais jamais vraiment expérimenté en tant qu'acteur. J'étais habitué plutôt à la chimie et j'avais pas. Non, c'était vraiment. C'est vraiment un grand chef opérateur. Bonne question. Bon, après, on va peut-être arrêter. Bon, on va faire la dernière question quand même. Voilà. C'est là. C'est ici. C'est où? Là. À droite. Allez-y. Moi j'avais une question, c'est comment vous avez fait pour les châteaux? Est-ce que vous avez utilisé plusieurs châteaux ou est-ce que c'est tout en studio? Ah oui, beaucoup de châteaux, oui. On a tourné en fait les intérieurs donc en studio,
On a tourné les extérieurs à la cour du Louvre, au couvent de Mafra, au Portugal, en remplacement du château de Caprarola. On a perdu très peu de temps avant. Voilà, exactement. Opération Import. Quelques semaines avant. Ça a été une crise, ça aussi. Et tout à coup, ce magnifique décor qui était un château que vous avez trouvé. Ah ben, c'est pas possible. Couvert de fresques extraordinaires. Paris 3 s'est tourné là, je crois. Voilà. C'est au nord de Rome, à 50 km de Rome, et je me rappelle surtout Patrice m'avait emmené là-bas en me disant tu ne peux pas comprendre ce que je veux faire, premier jour de travail, si tu ne vois pas ce château. Donc on est parti voir le château, et puis seul château pentagonal Renaissance en Italie, en Europe je crois, et il m'a dit c'est absolument c'est le cœur du film, la cour est grande comme une scène de théâtre, on n'a jamais tourné là. Désespéré quand on a perdu ce décor incroyable. Et il y a un truc que je trouve très beau en voyant le film là, c'est tout ce qui est un peu les rues vides à la fin où les carrioles partent, etc. En fait, ça a été tourné dans les douves du château de Vincennes, je crois aussi certaines dans les douves du château de Maison Lafitte, où donc on descendait les chevaux, les carrioles, les trucs dans les douves, et du coup il n'y avait pas de découverte gênante puisqu'on était dans une enceinte, et je trouve ça assez beau, la porte béante, là, comme ça, qu'on voit à la fin, où sort le carrosse et... Je crois que c'est toi qui m'avais raconté que c'est un des rares tournages quand même où un certain nombre de figurants ont suivi le tournage dans des lieux différents. D'habitude, les figurants, on les recrute localement et puis quand on change de ville, on en trouve d'autres. Alors que là, il y avait pour des scènes de raccord, On avait des figurants raccords, parce qu'en fait, au cours de la Saint-Barthélemy, il y a des scènes qui commencent en studio, qui se poursuivent dans le couvent à Mafra, qui continuent à Senlis, où on faisait quelques extérieurs dans les cloîtres, qui se terminent dans les rues de Bordeaux. Et donc c'était 5 lieux de tournage complètement différents. Et Patrice avait décrété qu'il fallait que les figurants raccordent. Alors c'était des gens qu'on connaissait quand même, 5 ou 6 silhouettes comme ça, mais donc ils ont fait le tour soit à Bordeaux, soit au Portugal avec nous, pour passer d'une scène à l'autre en fait. Et il y avait des raccords incroyables. Marc, pardon, dernière question. Toi qui as travaillé avec lui au théâtre et après au cinéma, il était différent sur un plateau ou pareil? Alors, je me souviens de l'Hôtel de France, que le premier film que j'ai fait avec lui, c'était un film réel. Et je me souviens que les techniciens, qui étaient un peu la bande de Claude Berry, parce que c'était Claude Berry qui produisait, étaient très très frappés, voire paniqués par la manière dont Patrice dirigeait les acteurs. Parce qu'au théâtre, Patrice dirigeait les acteurs de manière extrêmement organique. C'est-à-dire qu'il faisait les choses en même temps que les acteurs. Il avait toujours la dans le coin de l'œil, et c'était une manière de nous guider aussi. Il vibrait complètement à l'unisson de l'énergie de ces acteurs, de ce qu'ils voulaient, son visage se transformait, et sur le développement, il avait cette habitude-là. Puis il disait, de toute façon, je ne sais pas faire autrement, c'est comme ça que je dirige et tout ça. Et je crois que sur la Reine Margot, je le reconnaissais encore un peu ça, mais il avait commencé à trouver d'autres manières, parce que c'est vraiment c'est étrange pour les gens du cinéma, pas forcément les acteurs, mais les techniciens. Qu'est-ce que c'est que cette manière de s'agiter? Donc je crois que c'est un peu petit à petit, puis ensuite dans son cinéma, je n'ai pas retourné ensuite avec le théâtre, mais je crois que c'est un peu assez agile. Enfin, il avait cette manière extrêmement très organique d'être au monde. Quoi. Dernière question, vraiment dernière question. Vous êtes au Sinon, ouais, non, mais c'est pour entendre. En fait, le film, il m'a rappelé pas mal Master and Commander, pour le côté assez brut, viscéral et puis réaliste, et en même temps par rapport au rapport à la foi chrétienne. Et ma question, c'était est-ce que Patrice Chéreau, il a voulu, à travers son film, raconter aussi sa foi chrétienne, est-ce qu'il avait la foi, ou une recherche spirituelle personnelle aussi? Je ne peux pas dire, je pense que Patrice avait la foi, parce que c'était une famille catholique, mais enfin, j'avais eu cette discussion avec lui au moment où il écrivait le scénario, c'était plus quelque chose sur l'horreur justement des guerres de religion et sur l'atrocité de ce que pouvait justement symboliser les religions par rapport à la violence. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Je ne pense pas du tout que
D'ailleurs, il n'y a pas, je trouve, dans le film, un parti pris, par exemple, entre les catholiques et les protestants, tu sais, d'une telle absurdité, d'une telle désespoir, d'une telle atrocité, que je ne pense pas que justement, il ait voulu parler de ça à l'intérieur du film. Je ne pense pas qu'on est emmené d'une manière plus sympathique vers les uns et les autres, parce que voilà, tous sont pris d'une folie totale. Donc, je crois que Et on pourrait juste ajouter qu'il croyait sans doute aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand. En tout cas, il y avait l'essence du sacré. Oui, de l'opéra. du sacré aussi. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis, merci Daniel, merci Jérôme, merci Marc, et merci à vous d'être venus. Pardon d'avoir été slow, mais c'est un film où on a passé des heures à parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et,